Virginie Resson-Victor. Elle est chercheuse et analyste en relations internationales, géopolitiques et prospectives. De 2008 à 2022, elle a dirigé le LEPAC, un laboratoire indépendant sur lequel se sont notamment appuyés les ouvrages et les missions que vous avez sans doute vus à un moment donné, le dessous, Descartes. Elle est diplômée en histoire, en relations internationales et en géopolitique. Elle intervient très fréquemment lors de conférences, de séminaires avec des diplomates, des groupes internationaux, des collectivités territoriales. Elle est chargée aussi par des organismes internationaux de conduire des missions d'analyse et de négociation, notamment en zone de conflit. Elle est présidente du GIEC des Pays de la Loire depuis 2020. Elle est également cofondatrice du Grand Défi des entreprises pour la planète, une initiative dont la vocation est de permettre au monde économique de formuler des solutions efficaces, ambitieuses et vérifiables face au changement climatique. Elle est auteure de 2 ouvrages de prospective de référence, l'Atlas des futurs du monde en 2010 et Les futurs du monde en 2016. Et ce matin, son intervention qui s'intitule le tourisme entre deux mondes va vous amener à une réflexion, partant du principe que le monde de demain est incertain, mais que partout des signaux sociétaux, climatiques, démographiques se multiplient et précèdent sans doute la transformation de nos modèles de vie, de nos modèles économiques, de nos modèles sociaux et sans doute aussi de nos modèles touristiques. Nous allons avec Virginie explorer les voies possibles de l'adaptation du tourisme de demain. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Virginie Resson-Victor. Bonjour à tous. Alors moi, je ne suis pas habillée en bleu et blanc. Et je ne vais même pas essayer de vous faire rire parce que, avec ce que je vais vous raconter, il faudrait quand même avoir beaucoup de talent ou s'appeler des proges, et ce qui n'est pas mon cas. Hier, je suis intervenue dans une table ronde où il était question des injonctions paradoxales. Ces injonctions, par exemple, qui poussent une société comme KLM, la société aérienne néerlandaise, à faire des publicités comme celles qu'on vous a montrées et qui en même temps poussent toujours KLM aujourd'hui à attaquer l'aéroport d'Amsterdam qui a décidé d'interdire ses pistes aux jets privés et de ne pas agrandir et de ne pas développer l'aéroport pour contraindre, pour limiter le trafic aérien à sa capacité actuelle. Injonction paradoxale, comme celle que vous voyez ici, qui nous concerne tous et qui d'un côté, à gauche, nous pousse par exemple à prendre le vélo plutôt que la voiture pour aller au boulot, et qui de l'autre, nous convainc, ou presque, au détour d'un couloir du métro parisien, que le paradis sur Terre se trouve à quelques 2 heures et 36 € ou 39 €, 35 € de chez nous, quelque part en Espagne, au Portugal ou en Grèce, qu'importe. Des injonctions qui donc, en opposant la raison au désir, nous empêchent tous, ou presque, d'être alignés. J'aime bien cette expression parce qu'elle est très emblématique de notre époque, parce qu'elle nous renvoie donc à cette espèce de schizophrénie qu'on vient d'évoquer. Une schizophrénie qui, évidemment aussi, renvoie à l'équation que vous devez résoudre dans votre métier, puisque face à un marché de plus en plus concurrentiel, mais aussi de plus en plus contraint par les limites planétaires, il vous faut à la fois convaincre et en faire de plus en plus, et en dire de plus en plus pour faire la différence, pour susciter le désir, et en même temps faire passer la sobriété dans les mœurs. Donc, en d'autres termes, provoquer un désir sobre. Alors, en langue française, un désir sobre, ça s'apparente en tout cas à un oxymore. Et en langage commercial, ça s'appelle un bid assuré. Et pourtant, certains y parviennent. Par exemple, ceux qui ont l'agence que je ne connais pas, qui a conçu cette brillante campagne publicitaire que je suppose vous connaissez tous pour la Bretagne, et qui justement a surfé sur nos paradoxes, comme on l'a vu à l'instant aussi, pour imaginer un concept assez extraordinaire d'exotisme de proximité. Alors franchement, bravo à eux, parce que la campagne est vraiment efficace, et en même temps, elle ne résout pas vraiment l'équation, ou en tout cas de manière très superficielle. Parce qu'en creux, elle vient surtout soulever une autre équation qui est encore plus difficile à résoudre et celle-là qui s'adresse globalement
aux touristes que nous sommes et aux agents touristiques. Et cette autre équation, c'est celle du tourisme durable, dont il est beaucoup question depuis hier. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser, enfin pour ceux qui étaient là hier après-midi, parce qu'ils vont réentendre des choses qui ont déjà été dites, mais pour moi, il est très important de vraiment poser cette équation, parce que cette équation, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour notre avenir, pour celui de mes enfants, pour l'avenir de nos territoires, pour l'avenir du tourisme et pour l'avenir de vos métiers. Et le premier terme de cette équation, c'est la demande, évidemment, au sens quantitatif du terme. Je vous rappelle que si on s'en tient juste aux touristes internationaux, eh bien on est passé de 25 millions de touristes en 1950 à 435 millions de touristes internationaux en 1990, à 1,4 milliard à la veille de la pandémie. C'est considérable comme progression. Et cette progression, elle ne fait pas tant écho à la progression de la population mondiale, mais bien davantage à celle de ses revenus et de son temps disponible pour les loisirs. Bien sûr, elle fait aussi écho à la démocratisation des transports, et en particulier du transport aérien, et puis à la mondialisation des classes moyennes pour lesquelles le voyage, le tourisme reste un marqueur social extrêmement important. Quant aux projections pour 2030, vous le voyez, elles situent le nombre de touristes internationaux à environ 1,8 milliard, ce qui veut dire que nous restons dans une période de croissance importante, une croissance d'autant plus importante et d'autant plus marquée, en Europe en particulier, qu'elle y est accentuée par un autre phénomène, qui est le vieillissement démographique. Alors le vieillissement, c'est deux choses. C'est d'abord l'arrivée à l'âge de la retraite des générations nombreuses du baby-boom, mais c'est aussi l'allongement de la durée de la vie. Et ce qui caractérise aussi ces seniors, c'est que non seulement ils ont beaucoup de temps, ils sont flexibles, mais en plus ils ont un pouvoir d'achat qui est plutôt nettement supérieur à celui des générations qui leur succèdent. Et puis ce qu'on sait aussi de ces seniors, c'est qu'ils affectionnent en particulier certains segments de l'activité touristique, par exemple la thalassothérapie, les croisières, les restaurants gastronomiques, pardon. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils poussent la demande, ils formulent une demande accrue en termes de personnel, en termes de services, en termes d'accompagnants. Or, au même moment, eh bien, sous l'effet du vieillissement également, et puis aussi sous l'effet de restrictions migratoires importantes, l'Europe se trouve confrontée, et nos régions se trouvent confrontées à un manque de main-d'œuvre, en particulier pour les métiers qui sont plus difficiles, à horaires décalés, des métiers plutôt instables, des métiers peu qualifiés et souvent mal rémunérés, comme par exemple les saisonniers dans les métiers hôteliers et de la restauration. Et donc c'est pour ça. Et en plus, on a vu depuis le Covid que cette difficulté de recruter des saisonniers, eh bien, elle s'accentue depuis 2 ans. Et donc, à partir de là, pour l'avenir, eh bien, on ne peut pas écarter, évidemment, l'hypothèse d'une hausse progressive du coût de l'emploi dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration pour que ces métiers restent attractifs, au risque sinon, évidemment, de dégrader la qualité de l'offre, voire de diminuer l'offre tout court. Et c'est d'ailleurs une des hypothèses que retient l'OCDE dans ses scénarios de prospective pour le tourisme. Et donc c'est ça aussi, une problématique d'un tourisme durable. Mais ce n'est pas la seule problématique. Alors on va passer maintenant au deuxième terme de notre équation du tourisme durable, et qui évidemment répercute la première. Et là, je vais parler de ce que j'appelle le tourisme intensif, qui est symbolisé par cette photo que vous connaissez, où je rappelle que la démarche de la photographe a été de saisir le même plan à plusieurs heures de la journée, enfin de cumuler les plans sur une même journée et en un même lieu pour nous permettre justement de saisir, de visualiser, de donner à voir ce que c'est que la fréquentation touristique, la surfréquentation en l'occurrence touristique d'un espace naturel. Un tourisme intensif qui en réalité est très ambivalent. Parce que ce n'est pas à vous que je vais apprendre que pour de nombreuses régions françaises, eh bien, le tourisme représente une part importante à la fois de l'emploi et des revenus. Des revenus tellement importants d'ailleurs qu'ils poussent à développer, à accroître l'offre, à accroître les investissements.
et donc à développer les infrastructures, les structures d'accueil, y compris pour répondre à cette demande dont on a vu à l'instant qu'elle était en progression, en forte progression. Mais le problème, évidemment, c'est que plus l'offre, plus l'activité touristique se développe, plus son impact sur son environnement augmente. Et plus donc elle exerce finalement de pression sur son environnement. Alors il y a plusieurs types de pression. Premier type de pression, c'est celle que le tourisme exerce sur les terres. Une pression physique d'abord, avec l'artificialisation des sols, parce que artificialiser des sols, ça veut dire relâcher dans l'atmosphère le CO2 qu'ils contiennent. Ça veut dire aussi détruire des puits de biodiversité, en détruisant la biomasse qui était sur ces terres. Et enfin, ça veut dire augmenter les risques d'inondation en cas de fortes précipitations. Des fortes précipitations qui sont amenées à augmenter avec le changement climatique. Mais la pression physique n'est pas la seule pression sur les terres, il y a aussi la pression foncière. Une pression foncière qui, par exemple, pousse les prix dans de nombreuses régions littorales déjà, pousse les prix à la hausse au point de rendre les logements inabordables pour certains segments de la population et en particulier les travailleurs saisonniers. Une pression foncière qui est amenée à augmenter dans les prochaines années, en particulier avec la mise en œuvre de la loi ZAN, zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, et qui va donc, elle aussi, pousser les prix de l'immobilier, les prix de la terre à la hausse, et qui donc peu à peu pourrait ou probablement amènera les élus à devoir choisir entre construire des logements ou des résidences secondaires ou des infrastructures touristiques. Autre pression majeure exercée par l'afflux touristique, c'est évidemment les pressions sur l'eau. Des pressions qui sont d'autant plus importantes aujourd'hui qu'on constate que les touristes, par exemple, consomment beaucoup plus d'eau que les habitants, jusqu'à 10 fois plus quand il s'agit de résidents des hôtels de luxe. Et d'autant plus importante aussi que la pression sur l'eau s'accroît avec le changement climatique qui augmente le phénomène de sécheresse des sols et qui conduit à réduire la recharge, qui ralentit la recharge des nappes phréatiques. Donc énorme pression sur les ressources d'eau et en particulier d'eau douce souterraine. Et concrètement, là aussi, ça veut dire que des élus devront de plus en plus souvent arbitrer entre les différents prélèvements, ceux destinés à l'agriculture et à l'élevage d'une part, ceux destinés aux usages domestiques et enfin ceux destinés aux usages touristiques, qu'il s'agisse des golfs, des piscines ou des hôtels. Et pour le coup, avec quelques années d'avance, je doute, ou en tout cas on ne peut pas être certain, que le seul motif de préserver l'emploi suffit sur la durée pour réaliser ces arbitrages. Je vous rappelle que déjà l'année dernière, une centaine de villages en France étaient privés d'eau courante, au point que de plus en plus de mairies aujourd'hui suspendent ou imposent des moratoires sur la délivrance de permis de construire, au point que les conflits sur les prélèvements se multiplient. Par exemple, vous avez vu sans doute dans la presse ces temps derniers des conflits autour des prélèvements pour mettre de l'eau en bouteille, cette eau qu'on retrouve après dans les espaces hôteliers, par exemple. Quant à ce que l'Espagne vit aujourd'hui, eh bien, ou même d'ailleurs les Pyrénées-Occidentales, eh bien, ça permet d'imaginer ce que de plus en plus de régions en France vont devoir traverser quand d'ici une vingtaine d'années, la température moyenne aura encore augmenté d'1 degré supplémentaire. Quant au troisième type de pression exercée par ce tourisme intensif, eh bien, c'est celle qui pèse sur les écosystèmes, sous l'effet conjugué de la surfréquentation des espaces naturels, des nuisances sonores, des nuisances lumineuses, la perturbation des cycles et des espaces de reproduction, mais aussi de certaines chaînes alimentaires, de la propagation des espaces invasifs, de la fragmentation et de la destruction des habitats animaux, végétaux, tels que les zones humides, les forêts ou certaines baies, sans oublier évidemment le rejet de déchets solides, de pollutions diverses dans les sols, les cours d'eau ou dans la mer. Alors, je vous rappelle
que nos économies, notre alimentation, notre santé et notre capacité de faire face au changement climatique dépendent profondément de la qualité et de la préservation des services écosystémiques. D'ailleurs, oui, c'est ça, dépendent de la qualité des services écosystémiques. Au point que j'en ai terminé pour ces usages, enfin ces pressions sur l'environnement du tourisme intensif. Donc vous voyez bien que c'est des enjeux à la fois écologiques, agricoles, économiques, sociaux, et qui peu à peu nous amènent à un troisième terme de notre équation. C'est un terme à peine émergent en réalité, qu'on voit à peine émerger, c'est celui de l'acceptabilité du tourisme dans un contexte de tension forte à la fois sur les ressources, mais aussi d'inégalités sociales accrues et d'accès réduit au logement. Dans certains sites, d'ailleurs, on commence déjà à observer des phénomènes de rejet, voire d'hostilité manifeste à l'encontre de yachts, de jets privés ou de bateaux de croisière. Des tensions qui sont pour l'instant rares, mais qui pourraient donc augmenter, notamment sous l'effet du quatrième terme de notre équation, et là je vais parler du changement climatique. En réalité, c'est devenu très difficile de parler du changement climatique parce qu'en réalité, tout le monde est au courant. Il y a déjà eu 6 rapports du GIEC, 28 COP, on vient de l'entendre, 83% des Français finalement se sentent concernés. Et d'autres sondages le disent aussi d'ailleurs. Mais le problème avec le changement climatique, c'est que c'est un phénomène global, c'est un phénomène lent, c'est un phénomène complexe, et qui finalement est à peine perceptible. En tout cas, il ne l'est pas du jour au lendemain. Et du coup, cette difficulté à saisir le changement climatique au quotidien fait qu'il ne suscite pas le sentiment d'urgence qu'ont pu susciter, par exemple, la pandémie de Covid-19 ou, par exemple, la crise énergétique l'hiver dernier. C'est d'ailleurs curieux que ça ne le suscite pas, parce qu'en réalité, l'impact du changement climatique dans 10, dans 20 ou dans 30 ans, c'est celui de 10 pandémies, voire de 100 crises énergétiques. Et pourtant, ça ne provoque donc pas chez vous, chez moi, cette espèce de déclic de survie, de résistance ou d'engagement. Alors, comme c'est difficile d'en parler, j'ai voulu quand même vous le montrer. Et même si c'est difficile à voir, j'ai choisi, pour l'évoquer, de vous montrer quelques images. Elles ont toutes été prises en 2021 ou 2022. Voilà, ces images, ce sont celles d'un tourisme dans un monde à plus 1,2 degré, qui est le niveau de réchauffement climatique que nous avons atteint aujourd'hui. Or, il faut savoir que de manière certaine, nous attendrons un niveau de réchauffement de 1,5 degré en moyenne à l'échelle mondiale d'ici une dizaine d'années, voire moins. Et ce que ça signifie, alors ça c'est un fait acquis, donc ce que ça signifie, c'est que dès maintenant, il faut nous y préparer, il faut nous adapter nos modèles et réduire nos impacts. Parce que le risque, sinon, c'est d'accélérer le phénomène de changement climatique et c'est de franchir encore plus vite le seuil de 2 degrés. Alors si je parle de la notion de seuil, c'est parce que 2 degrés, c'est le niveau de réchauffement qui conduit, par exemple, à la disparition irrémédiable de l'ensemble des glaciers, de la calotte glaciaire polaire et de la calotte glaciaire antarctique occidentale. Un monde à plus de degrés, c'est des deltas submergés, c'est une majorité des plages dans le monde qui sont condamnées à disparaître, c'est des pénuries d'eau partout sur le pourtour méditerranéen, c'est au moins un mois entier de canicule par an, c'est des cours d'eau asséchés, c'est des méga-feux chroniques. Et pour le coup, la question ne se posera plus tellement de savoir comment on peut attirer les clientèles américaines ou japonaises dans nos régions, sur la Côte d'Azur ou en Occitanie, parce qu'en réalité, la clientèle, elle ira ailleurs. Alors elle ira peut-être en Bretagne, où à ce moment-là, les températures seront équivalentes à celles de la côte basque aujourd'hui,
mais elle ira peut-être aussi en Écosse ou en Finlande. Alors évidemment, je sais bien que vous dire ça à 9 h du matin, c'est quand même un peu rude, et que je vais sûrement susciter quelques réactions défensives, des réactions mitigées pour le moins. Mais si je m'autorise à le faire, c'est pour 3 raisons. D'abord parce que comme vous, moi j'ai envie de continuer à en profiter. J'ai envie de continuer à profiter des étés, de la beauté des paysages, j'ai envie de continuer à écouter le son de la nature, de ressentir tous ces plaisirs absolument immenses que prodigue le voyage. Mais je sais aussi qu'on ne pourra y arriver, plutôt qu'on ne pourra pas y arriver en se limitant à des petits pas, à des aménagements, des ajustements. Et ça parce qu'on ne négocie pas avec la nature. La nature n'est pas un objet, c'est un sujet et c'est elle qui aura le dernier mot. Et en réalité, ce que ça nous dit, c'est que dans le tourisme, d'ailleurs comme pour le reste, eh bien, il faut que nous nous préparions à de profondes transformations. Elles vont s'imposer à nous de toutes les façons. Alors tant qu'à faire, autant les choisir, autant les planifier plutôt que les subir de force, par la force des choses. La seconde raison pour moi d'évoquer tout ça, c'est que parce que nous avons les moyens de réagir, les moyens d'y faire face, les moyens d'éviter tout ça. C'est ce que le GIEC nous rappelle d'ailleurs dans son 6e rapport. Et c'est aussi ce que l'histoire nous enseigne. L'histoire, elle nous enseigne que nous sommes la première civilisation. Il y a eu beaucoup de civilisations qui ont disparu dans l'histoire, et toujours suite à des pandémies et à une surexploitation des ressources. Mais nous sommes la première civilisation qui a les connaissances et les moyens de l'éviter, si toutefois nous engageons à temps les transformations nécessaires. C'est quand même une excellente nouvelle. Mais des changements évidemment assez radicaux. Et c'est là évidemment la difficulté. Mais justement, la 3e raison pour moi d'évoquer tout ça, c'est parce que je crois profondément que nous sous-estimons notre capacité de changement, mais aussi les bénéfices que nous allons pouvoir tirer de ces changements. Et même les bénéfices du renoncement. Moche ce mot renoncement. Et pourtant, il est aussi vertueux. Et pour l'illustrer, vous savez, normalement dans ce type de speech, on raconte toujours une histoire personnelle. On le fait au début. Moi, je vais le faire à la fin parce que je voudrais illustrer ce que je viens de dire par une expérience donc personnelle, et qui aujourd'hui m'éclaire beaucoup sur les voies qu'on peut emprunter pour passer à ce monde d'après. Cette expérience, c'est celle d'un décès, le décès de mon mari, il y a 6 ans exactement. Un décès extrêmement brutal, c'est-à-dire qu'il y a eu la minute d'avant où tout allait bien et la minute d'après où il n'était plus là. Et à ce moment-là, je vous promets, c'est le monde qui s'effondre. Enfin, vous vous en doutez, sans doute parmi vous, quelques-uns ont déjà vécu ça. Le monde s'effondre. Et on ne se sent pas capable, je ne me sentais pas capable de surmonter ça, de survivre ça. En plus, j'ai toujours 3 enfants. À l'époque, ils avaient 4, 5 et 9 ans, donc ils étaient extrêmement jeunes. Mon mari, c'était mon compagnon, c'était l'amour de ma vie, c'était mon meilleur ami, c'était celui avec qui je travaillais. Tous les jours, c'était 80% des ressources de la famille, c'était le père de mes enfants, c'était tout, c'était le centre du monde, enfin, c'était l'équilibre du monde. Et voilà qu'il disparaît. Qu'est-ce que j'allais dire à mes enfants? Je dis, c'est fini, on part avec lui? Évidemment que non. On ne peut pas dire aujourd'hui aux jeunes générations, désolé, c'était formidable avant, mais il faut vous préparer à un après qui va être absolument abominable. C'est impossible de tenir ce discours-là. Alors ce que j'ai fait à ce moment-là, parce que je savais que j'allais imposer à mes enfants un changement de vie radical, parce qu'on ne pouvait pas rester dans la maison où on était, qu'on louait, parce qu'on habitait à la campagne et que vivre à la campagne avec 3 enfants, ça veut dire passer sa vie dans la voiture, parce que je devais repenser complètement mon métier. Donc je savais très bien que j'allais emmener mes enfants ailleurs, qu'il nous fallait déménager et complètement changer de vie. Et dire à ces enfants, écoutez, vous avez perdu votre père, mais en plus, vous allez changer d'école, vous allez perdre vos copains, on va plus être dans la même maison, et c'est là aussi extrêmement difficile. Alors ce qu'on a fait, c'est que tous les soirs, très rapidement, on a commencé à raconter une histoire ensemble. C'est-à-dire que je leur ai donné la donne de départ, j'ai dit, mes chéris, on ne peut pas rester dans la maison, et on peut pas rester à Dampierre, c'est le nom du village où on habitait ici. Donc il va falloir qu'on trouve où est-ce qu'on va aller habiter. Donc il faut qu'on choisisse la ville où on va aller habiter, puis après qu'on invente, qu'on voit comment on va faire. Et donc on a fait une liste de critères, des critères pour moi, puis des critères pour eux.
Des critères, par exemple, c'était qu'ils puissent aller à l'école à pied, c'était qu'ils puissent faire différentes activités, c'était qu'ils puissent être autonomes rapidement. Et donc on a choisi, et moi c'était d'être à moins de 2 heures de Paris pour mon travail, etc. Donc on a choisi une ville, en l'occurrence c'est Nantes. Et puis après, il a fallu passer à l'étape de où est-ce qu'on allait vivre. Oh, on va vivre dans un appartement. Passer d'une maison à un appartement, c'est pas simple. Surtout que dans cet appartement, ils n'auraient pas chacun leur chambre comme c'était le cas. Et donc il y a eu après une minute de déception, il y a, ah mais maman, on pourrait avoir des lits superposés? Ah ouais, génial! Et ils ont commencé à se disputer pour savoir lequel ferait en haut, lequel ferait en bas. Tout ça pour dire que 1 an après, quand on a déménagé, eh bien l'essentiel du travail était fait. Et ça s'appelle le deuil. C'est-à-dire ce processus qui fait que d'un choc, d'une contrainte inacceptable, eh bien petit à petit, par différentes étapes, on arrive à ce moment où finalement on recommence à faire des projets, où le futur ne ressemble pas du tout au passé, mais il n'en est pas pour autant moins intéressant à explorer. Et c'est là où on en est aujourd'hui avec mes enfants. Je ne dis pas que je ne regrette pas le monde d'avant, et évidemment, la perte de mon mari reste quelque chose de difficile. Il n'empêche qu'on a vécu des choses qu'on n'aurait jamais vécues autrement, et que cette adaptation nous a permis justement d'explorer toutes les vertus du deuil et de la vie d'après, et d'un monde différent. Mais tout ça, ça passe par une chose, par le récit. Il faut raconter cette histoire. Si on n'a pas d'histoire à raconter, c'est extrêmement difficile à accepter. Et vous, vous êtes des faiseurs d'histoire. C'est votre métier. Et donc à vous de jouer maintenant. Écrivez l'histoire du futur. Merci beaucoup.